Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Levez la main, présentez-vous. On va vous amener un micro. Bon, je me présente, Corbellini, ingénieur agro, j'appartiens au CIRPA et en même temps Agro. Enfin bon, j'étais dans les engrais. Donc. Bon, simplement je ferai un parallèle avec le problème du nucléaire. Ce sont des sujets très complexes, scientifiques, dont l'opinion publique et donc les communicants forcément se sont emparés, et les gens n'y comprennent rien. Et l'OGM est également, donc on pourrait d'ailleurs faire un colloque aussi sur le nucléaire. Et je dirais que finalement, une chose actuelle, puisque c'est en ce moment que ça se débat avec l'élection présidentielle entre les partis qui disent on va arrêter ça, on va leur prendre. Bon, pour les OGM, je dirais que le débat, on pourrait peut-être s'en inspirer et arriver, pourquoi pas, et là je pense que c'est peut-être une folie, mais pourquoi pas avec les OGM, on ferait aussi un référendum, c'est à peu près le même genre de bêtises à faire. Merci. Bon, autre question, monsieur? Oui. Après, chacun son tour. Je vous en prie, bonjour, Cyril Schwartz de l'agence Le Public Système. Je serais tenté de dire que ce matin, je ne trouve pas réponse à la question pourquoi on a tout faux. J'ai l'impression que... on en a parlé quand même. Oui, mais je ne trouve pas la fondamentale réponse. Pourquoi autant d'experts, autant de communicants, autant de savants, de sachants n'ont pas réussi à vaincre cet échec. Et pour ma part, j'aurais tendance à penser qu'on n'a pas su dépasser une communication d'intérêt et que finalement, tout le monde s'est foutu du citoyen consommateur. Et je pense qu'on va voir la même chose sur les nanoparticules, où on va reproduire les mêmes erreurs. Et donc je ne suis pas sûr aujourd'hui que ce matin, en tout cas quand j'entends ce qui a été dit, est-ce qu'on en a vraiment tiré les enseignements? D'accord. Pensons encore aux consommateurs. Une observation. Non, mais Pascal, on a la réponse pour monsieur, c'est parce qu'on n'a pas travaillé avec vous, ça doit être ça, non? Autre question derrière. Monsieur. Oui. Stan Delarmina, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Les contre-vérités de l'écologisme et j'ai beaucoup traité de ces questions d'OGM. Je voudrais signaler deux choses. Quand on essaye de décortiquer ce qu'il y a derrière, c'est d'abord que les anti-OGM, visiblement, ont joué de la peur. Donc quand on se dit quelle communication pourraient avoir les pro-OGM, moi je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à changer de territoire et à effectivement jouer sur une communication indirecte, par exemple sur la peur, et de dire, lancer des grandes campagnes qui seraient une campagne pour une cause du genre, vous avez peur, vous perdez votre liberté. Parce que quand j'ai peur, je suis paralysé. Et petit à petit, désamorcer les mécanismes de peur, et ça pourrait jouer d'une manière bénéfique sur d'autres thèmes. Le problème dans cette histoire-là, c'est que qui financerait ça? Eh ben, je vois personne. Parce que, honnêtement, et je voudrais vous poser la question si je me trompe, honnêtement, les multinationales qui font des OGM, le territoire de la France, il y a longtemps qu'ils s'en foutent, excusez-moi du mot. Ils ont bien compris qu'il y avait des millions d'hectares dans le reste du monde. La France, ça représente combien d'hectares? Peanuts. Ils s'en foutent, ils sont partis. Hein? Une réponse de Stéphane. Oui, moi je voulais répondre à ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais en tout cas, c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir quand on se dit mais comment faire? Pour répondre à ces deux questions, pourquoi cet échec? Je crois qu'on l'a quand même pas mal illustré. On est toujours confronté, et nous, finalement, collectivement, on est du mauvais côté, puisque effectivement, on défend des intérêts de fait. On est victime de notre honnêteté, puisque effectivement, ce qui va faire qu'une communication, Thomas appelait ça de l'empathie, on peut appeler ça autrement, c'est le dosage, pour caricaturer, entre l'émotionnel et le rationnel. Quand on est honnête, on est dans le rationnel, dans l'explication, dans l'argumentation. Et quand elle est complexe, alors ça prend beaucoup de temps et c'est très exigeant. Personne n'a le temps. Et c'est peut-être pas sexy en plus. En plus, ça l'est moins, sauf à être quelqu'un qui s'intéresse au fond. C'est vrai que souvent, on n'a pas le temps, voilà, et le journal de 20 heures va trop vite, donc on ne rentre pas dans les sujets. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va mettre beaucoup plus d'émotionnel dans le dosage. D'ailleurs, quand il y a beaucoup d'émotionnel, on tombe dans la propagande. Hein, donc on s'interdit de faire ça, puisqu'on est des gens sérieux, scientifiques, etc. Et donc, une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué de faire vite, comprendre des choses qui sont complexes à des gens qui effectivement sont, j'allais dire manipulés, non, sont travaillés avec beaucoup d'émotionnel de l'autre côté. Laurent. Oui, tout ce qui vient d'être dit, et en particulier cette phrase qui m'a frappé, les gens ne comprennent rien.
à propos du nucléaire, explique pourquoi ça a raté et pourquoi ça va continuer à rater. Pourquoi probablement ce qu'on est en train de vivre avec le nucléaire aboutira à un retrait comme ça a été dans d'autres pays, parce que les gens ne comprennent rien, en plus en France, parce qu'apparemment ils ont compris ailleurs. Mais bon. Là, je suis radicalement en désaccord avec Stéphane, c'est-à-dire je ne pense pas que l'honnêteté et la rationalité soient uniquement du côté des émetteurs, des annonceurs. Je pense qu'il y a une rationalité, une très grande intelligence dans le public et chez le consommateur. Dès lors qu'il se polarise, qu'il s'investit sur un sujet, il n'en reste pas aux images des ONG et l'image des gens, du peuple, des consommateurs comme de gens qui réagissent à des stimuli un peu stupidement est une image très méprisante. Et pour revenir sur ce que disait monsieur de Public System, je pense qu'effectivement, s'il avait... en 97, 98, s'il y avait eu une démarche consistant à tout mettre sur la table, pas à monter des faux débats publics ou des fausses concertations, mais à vraiment tout mettre sur la table, avantages, inconvénients, rapports neutres, etc., et ne pas essayer de tout maîtriser, à parler des doutes, à parler des limites des modèles, et à vraiment impliquer le public, les citoyens, dans une décision collective, à ce moment, on aurait pu avoir un retournement qui est encore peut-être possible pour le nucléaire, mais qui est très mal parti aussi. Jean-François, d'un mot. Moi, je crois que pour reprendre d'essayer de rebalayer un peu les raisons de l'atonie ou de l'échec, comme on veut, sur la communication des pros, moi, je trouve que déjà, on est dans un univers manichéen. C'est-à-dire, déjà, rien que le libellé de ce débat aujourd'hui, moi, je comprends que je suis pro-OGM, mon voisin ne cesse de me le rappeler. On ne vous a pas présenté comme ça. Hein. Je n'ai pas le sentiment d'en être, voilà, ni institutionnellement, ni à titre perso par ailleurs. Donc déjà, la vision manichéenne qui prévaut dans les débats est un truc odieusement dangereux. En plus, je pense que l'échec aussi tient au fait qu'il n'y a pas véritablement d'union sacrée autour du fait d'expliquer sereinement. Et en réalité, nous ne donnons pas envie de comprendre aux gens, puisqu'ils assistent médusés à une dialectique qui reste stérile, et que de fait, ça ne donne pas envie de comprendre. Bon. Et nous n'avons pas trouvé ni les moyens groupés ou individuels de redonner cette envie de comprendre. Le débat s'est mal instauré. On est bien d'accord, c'est une des raisons. Hein. Marc, un petit mot, et puis après la salle, une ou deux dernières questions. Juste pour nuancer, hein, il y a quand même, moi je suis souvent invité à la demande de public sur intervenir sur des thèmes comme ceux des OGM ou sur éventuellement un nouveau modèle de production agricole, est-ce que ça ne va pas devenir nécessaire, etc. Il y a vraiment une soif d'un quand même assez grand nombre de publics de mieux comprendre et une exigence des scientifiques qu'on essaye de leur rendre en termes simples, intelligibles, les choses complexes. Cette demande, elle existe. Je voudrais juste dire, c'est quand même grave quand ils nous demandent, alors est-ce que vous pourriez me citer des gens qui seraient pro-OGM et qui viendraient débattre avec vous, monsieur Dufumier? Je leur donne des noms. Et en dehors de monsieur Woodbine, qui venait très régulièrement à une époque de l'INRA, les autres, et c'est dommage que monsieur Yann Fichet ne soit pas là, ok, c'est pas une dérobade, mais ne viennent pas. Et ça, pour communiquer anti-OGM, il n'y a pas mieux que des pro-OGM qui jouent la dérobade. Charles Pernin. Oui, simplement, vous disiez, finalement, on est dans une espèce d'affrontement manichéen. Et c'est vrai qu'on a vu la communication des pros, des anti. Il y a un peu un absent dans la discussion, c'est les pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics, c'est leur rôle d'éclairer, ils sont aux abris peut-être, non ? Et je pense que c'est assez simple de comprendre pourquoi on ne les entend pas, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est politiquement casse-gueule, entre guillemets, et donc personne ne se mouille pour y aller. Et donc les gens sont démunis, c'est compliqué, et par défaut, quand on ne comprend pas, on cherche à se protéger avant tout, et donc on va refuser, enfin ça a été dit sur cette espèce d'extrapolation du principe de précaution où on décide de ne rien faire pour se protéger. Un mot, non, je m'inscris en faux dans ce que vient de dire M. Dufumier. Le débat, on l'accepte et on est toujours présent. Et on est un certain nombre ici, mon ami Alain, Delphine et d'autres qui sont dans la salle, à avoir fait depuis 15 ans, à l'invitation ou à notre initiative, de multiples débats. Et on est prêt à continuer. Pas sur les mêmes plateaux. Allez, une ou deux questions encore. Il y en a beaucoup. Voilà, monsieur. Oui, je voulais dire que pour moi, Gilles Cressman, je suis conseiller en communication et membre de l'Association française des biotechnologies végétales. Je pense qu'il faut toujours se poser la question à qui profite le crime. On parle toujours des intérêts financiers des multinationales, certainement qu'elles ont intérêt à développer le marché, mais on ne parle jamais de ceux qui peuvent profiter éventuellement aussi de ce développement, de cette polémique. Qui c'est qui a peur du développement des biotechnologies dans l'agriculture conventionnelle, si ce n'est l'agriculture biologique?
Et actuellement, on est en fait dans un combat marketing entre, d'une part, l'agriculture biologique qui se cache derrière les ONG environnementales en parfaite concertation. D'ailleurs, vous savez que toutes les associations de ce type-là sont financées par la grande distribution spécialisée dans le développement de la production biologique. Donc en fait, on a une bagarre de marketing et donc derrière de communication, et on instrumentalise les uns et les autres au profit de qui ? Pour essayer de se défendre. Parce qu'effectivement, l'agriculture biologique a peur que les biotechnologies banalisent l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle, en diminuant la différenciation entre les deux. Plus l'agriculture conventionnelle progresse, plus l'agriculture biologique sera en danger de perdre son marché dans l'avenir. C'était une observation, pas une question. Y a-t-il une question ? Je vous en prie. Stéphanie Proutot, chercheuse à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Rapidement pour vous dire à quel point les chercheurs se posent des questions de comment communiquer en situation de controverse. C'est-à-dire ils connaissent la vulgarisation, ils connaissent la communication entre pairs, mais leur demander d'intervenir dans un débat public, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une parole scientifique quand elle cohabite avec d'autres types de paroles et de positions. Voilà, donc c'est un travail que mène l'Institut des sciences de la communication du CNRS, et nous organisons le 7 décembre un colloque justement sur ça, et nous suivons 8 controverses parmi les OGM. Oui, bonjour, Sophie Gerstenhaber, La Semaine du Goût. Juste une question. Quel est l'impact sur le goût de l'alimentation OGM ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question de béotien, de néophyte ? Y a-t-il un impact ? En fait, ça dépend du gène que vous allez transférer à la plante. Si vous améliorez des qualités nutritionnelles X ou Y, ça peut avoir un impact, oui. Mais ça dépend vraiment de l'objet et du gène d'intérêt que vous transférez dans votre plante. Parce qu'on se souvient qu'en 1994, je crois que c'était la tomate qui avait été transgéniquement... Et elle avait zéro goût, la tomate. Hein. Et donc, est-ce que depuis on peut dire aux consommateurs, ah bah oui, mais tel produit a plus de goût, a moins de goût. Cette tomate qui a été retirée du marché, elle a été retirée du marché pourquoi ? Parce que la sélection conventionnelle a permis d'obtenir le même caractère, qui était un caractère demandé par les distributeurs, d'avoir des tomates long shelf life, c'est-à-dire qui permettaient, lorsqu'elles sont en rayon, de ne pas pourrir dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Et on l'a obtenu sans OGM. Et depuis, c'est obtenu sans OGM. Et sur le goût, et sans rentrer dans les OGM, une tomate sous serre chauffée au sud de l'Espagne n'aura jamais le même goût qu'une tomate au-dessus de la Loire, 5 mois hors sol, mais disponible 3 semaines par an. Uniquement parce que ce ne sont pas les mêmes variétés qui sont cultivées. Ni cultivées de la même façon. Donc, respectons, parce que vous l'avez dit, pour certains c'est le prix, pour d'autres c'est le goût, respectons les attentes de tous les consommateurs. Et certains veulent du kasher, du halal, du bio, de la filière qualité, tant que ça se vend, du tout va bien. sans OGM. Respectons tout ça parce que ce sont les attentes des clients et qu'il n'est pas question d'un crime à qui profiterait. Le client se détermine en fonction de ce dont il a envie, tel jour. Et il ne se comporte pas pareil le jour où il reçoit sa belle-mère à dîner ou qui fait les courses pour les gosses toute la semaine. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Juste un